Eh bien, bonjour, messieurs, paracha Sheni, le huitième jour. Dans cette paracha, nous avons beaucoup de sujets. Là, on va aborder le sujet de la cache-route, puisque c'est dans cette paracha où on nous dit beaucoup de choses concernant la cache-route. Alors, première question. Cache-route, très compliqué à comprendre. Pourquoi? Prenons un exemple. Tu prends de la viande, petit morceau de viande, ou un grand morceau, comme tu veux, et tu dois attendre 6 heures pour boire du lait ou prendre un mets lacté. Alors que dans la Gemara, certains attendaient 24 heures. D'accord? C'était Michou par rapport à une grandeur. Une grandeur. Mais là, la halakha, c'est 6 heures. Très bien. Maintenant, tu prends du lait. Prends un mets lacté. Tu peux prendre de la viande tout de suite après. Bon, il faudra se rincer la bouche, faire attention qu'il ne reste pas de choses entre les dents, si jamais c'est quelque chose, un aliment solide. Mais t'as aucun problème. Je comprends pas. Un, tu dois attendre 6 heures. L'autre, tu attends rien. Si tu me dis que c'est une question d'hygiène, parce qu'il ne faut pas que le lait et la viande soient dans l'estomac, bah non, le lait et la viande sont dans l'estomac. On va me dire que c'est parce que j'ai ingurgité l'un avant l'autre que ça change quelque chose. Et bien pourtant, il y en a un 6 heures, hein, c'est quelques secondes. Donc on va essayer de comprendre cela. Deuxième question. On va apporter un fait divers. Le Rav Wolbe, il amène dans l'introduction de son livre à l'échor, qui est le suivant. À Athènes, Athènes, la sagesse, philosophie, un homme demandait à chaque personne, il allait dans les rues, et il demandait à chaque personne, à chacune des personnes qu'il voyait, comment vivre, comment vivre. Et tous les jours, cet homme-là sortait de chez lui et posait la question à ceux qui le croisaient, comment vivre, comment vivre. Cet homme-là, hein, c'était ni plus ni moins que Socrate, un des plus grands philosophes de tous les temps. Mais il savait pas comment vivre. Ça veut dire quoi ça? Il a établi des thèses d'une profondeur incroyable et il ne sait pas comment vivre. Et il cherche chaque homme. Et à une autre époque, un homme, la nuit, se promène à Athènes, dans, le même, dans la même ville, et il a une torche à la main. Et chaque fois qu'il croise un homme, il le dévisage avec la torche, et l'homme lui dit, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qu'on peut appeler Ish, qu'on peut appeler homme. Il ne trouvait pas d'homme. Et cette personne, c'était rien d'autre que Aristote. Également un des plus grands philosophes de tous les temps. Donc vous avez dans la même ville, dans cette civilisation grecque qui a produit des philosophes d'une puissance inouïe, des hommes qui, en fin de compte, sont perdus. L'un, il cherche comment vivre, et l'autre, il cherche un homme. Sous-entendu que lui, il ne se considère pas comme un homme. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce principe veut dire?
Troisième question. C'est le syndrome du lion et de la girafe. Un lion, quand il chasse, eh bien, il se tapit comme ça dans un coin, se fait le plus petit possible. Il attend hein, patiemment, et la girafe, elle passe, et puis elle s'arrête. Il se rapproche de plus en plus, tout doucement, jusqu'au moment où il va bondir. Et en fait, il ne va pas la mordre, il va lui donner un coup de patte, coup de griffe. Coup de griffe qui va la tuer instantanément. Où ça? Dans le cou. La girafe, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'elle rumine et qu'elle a le sabot fendu. Dans la Gemara Choulin, on nous explique où faire la shrita. On nous explique où faire la shrita. Quel endroit? Parce que c'est pas évident, le coup, il fait 3 mètres, chose comme ça. Et il y a un endroit précis. La Gemara Choulin explique. Ça doit être difficile d'attraper les girafes. On ne peut pas les tuer, j'imagine, c'est une race protégée. En tout cas, on ne mange pas, je ne connais pas. Peut-être que c'est une chair aussi qui est pas bonne. Sinon, il y aurait des élevages de girafes, peut-être. Peut-être qu'elle est trop. En tout cas, elle est cachère. La Gemara Choline, elle explique comment faire la shrita. Et c'est compliqué. Il y a tout un système pour trouver. Mais le lion, lui, il trouve tout de suite. D'un seul coup de patte, pam. Comment il a étudié l'anatomie, il a étudié le lion, il a été à l'université de. Je sais pas comment il fait. Quel est le secret du lion pour trouver immédiatement l'endroit vital? Et quatrième question, comme vous savez qu'on pose tout le temps des questions, début du chiot, dans dans les psukim, il y a marqué, Vaïdaber, Hachem el Moshe, et Aaron est mort, Dabro el Bene Israël. Donc Hachem, il a parlé à Moshe et à Aaron, les morts en disant, Dabro el Bene Israël, les morts, parlent au Bene Israël en disant, Zot achaya, voici les bêtes sauvages, Asher tochilou, que vous allez manger. Bechol ha-behema, asher al haaretz, sur toutes les terres, sur toute la terre qui sont sur toutes les bêtes, et les bêtes sauvages et les bêtes domestiques qui sont sur la terre. Et il donne la définition. Et il dit, et zetochelu, ça vous allez le manger. Et ensuite il dit, et ça vous ne mangerez pas. Si je donne une définition de ce qu'il faut manger, je n'ai pas besoin de donner une définition de ce qu'il ne faut pas manger. Je vous donne un exemple dans le psukim. Au niveau des poissons, vechol hacher, pardon, et zetochelu. Voici ce que vous allez manger, mikol hacher bamaim, de toutes les bêtes qui sont dans l'eau. Ah, kol hacher l'eau, tout ce qu'il y a, c'est un pied avec casquette. Des écailles et des nageoires. Tout le monde sait très bien. Et on te dit, Vechol, Asher, En-lo, c'est Napier et tout ce qui n'a pas des écailles et des nageoires dans la mer, dans les eaux, ça, vous ne mangez pas. Je ne comprends pas. Tu me dis, mange tout ce qui a des écailles et des nageoires. Mais ce qui n'a pas d'écailles et de nageoires ne mange pas. Qu'est-ce que ça vient m'annoncer? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient me dire? Voilà la question.
Très bien. Je reprends les questions. Cache-côte, c'est très spécial. On ne comprend pas très bien le principe. Pourquoi? Parce que tu manges de la viande, tu dois attendre 6 heures pour manger du lait. Tu manges du lait, tu peux manger de la viande quasi immédiatement après t'être rincé la bouche. Quelle est la logique? Deuxième question. Les plus grands philosophes grecs, Socrate, Aristote. Socrate, il cherchait partout comme un effréné dans la ville la réponse, comment vivre. Il allait voir tout, partout ce qui se passe, comment les gens y vivaient, il ne savait pas comment vivre. Ça, c'est Socrate. Aristote, lui, il cherchait partout la nuit, avec une torche, il cherchait un homme. Je cherche un homme. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième question. La girafe, aliment cachère, puisqu'elle rumine et elle a le sabot fondu. Mais il y a un souci pour savoir où faire la shrita, à quel endroit. C'est pas tout le coup qui est permis, c'est un endroit précis. Il faut étudier une Gemara en long, en large et en travers qui s'appelle Choulin pour voir à quel endroit on peut faire la shrita de la girafe. Mais parallèlement à ça, un lion, quand le lion il bondit sur la girafe, d'un coup de patte, bam, il touche l'endroit du cou vital, pile l'endroit où on a la shrita à faire si on peut manger cet animal. Comment il le sait? Comment il sait? Comment le lion sait? Il n'a pas étudié Choulin. Tu dis pas la Gemara, non. Quatrièmement, quatrième question. Pourquoi dans la Torah, on nous dit des définitions de ce qu'il faut manger, et donc, c'est bon, tout le reste, bah, je peux pas le manger. Mais on te fait quand même des listes, et on te dit, ça, tu peux manger, ça, tu peux pas manger. Que ce soit pour les poissons, tu peux manger tout ce qui a des écailles et des nageoires, mais ce qui n'a pas d'écailles et de nageoires, tu manges pas. Oui, oui. Ce qui a le sabot fondu et qui est rumé, tu peux manger. Ce qui n'a pas le sabot fondu et qui est rumé, donc celui qui a le sabot fondu et qui rumine pas, celui qui rumine et qui n'a pas le sabot fondu, tu ne les manges pas. Pourquoi tu me le dis? Alors d'abord, avant de répondre aux questions, on va développer un petit peu la symbolique des animaux par rapport aux nations. Les grandes nations qui sont entre guillemets monothéistes, à part nous, c'est l'islam et les chrétiens. Ils sont représentés chacun par un animal. Un chameau pour l'islam, un cochon pour Issa, pour l'Occident. C'est quoi le chameau? C'est quoi le cochon? Le chameau, il rumine. Il n'a pas les sabots fondus. Le cochon, il a les sabots fondus, mais il rumine pas. C'est quoi de ruminer? Ruminer, c'est le passé. D'ailleurs, quelqu'un qui se dispute avec un autre, ouais, tu rumines encore le truc que je t'ai fait il y a 15 ans, ça va. Écoute, chérie, c'est pas parce que tu n'as pas mangé le couscous de ta mère que ça fait 15 ans quand même. Ouais, non, mais quand même, ça se fait pas. Comprends que ma mère, elle t'en veut encore. Non, mais j'avais quand même le Covid, quoi. J'étais fiévreux. Non, c'est pas une raison.
Ça, c'est ruminer. Ruminer, c'est le passé. Celui qui rumine, il tient compte du passé, mais il ne tient compte que du passé. Il ne veut pas aller de l'avant. Et vous voyez, les civilisations de Ishmaël ne sont pas modernes. Pas modernes. Ça avance pas. Même là, ça bouge pas de la façon de s'habiller, de la façon de parler, etc. Ça bouge pas dans les projets, non. Les choses sont les mêmes. Ça, c'est celui qui rumine. D'un autre côté, tu as le cochon. Le cochon, lui, il a les sabots fondus, il va de l'avant. Ah, il va de l'avant. Et c'est le progrès. Et on y va. Mais le passé, Waldo. Pas de passé, ça ne m'intéresse pas. 50 ans, c'est déjà mieux. 60 ans, ça veut dire, on va prendre des conseils, on va pas valoriser quelqu'un comme ça. Donc, dans la nation, actuellement, dans la société occidentale, les personnes qui passent un certain âge, soins palliatifs, 8e étage, porte droite. Ça va se passer doucement, vous en faites pas. On va vous mettre la dose. À contrario de la solution Ishmael, c'est le passé. Ils respectent les anciens. Le père, le grand frère, la grand-mère, respect. Mais c'est bloqué, ça va pas de l'avant. Les autres, non, il n'y a pas. Je connaissais quelqu'un, il était polytechnicien, 55 ans, chômage. Il a fini par accepter un petit boulot. Il voulait bosser. Pourquoi? Parce que polytechnicien, 55 ans, tu es exigeant, quoi. Il ne trouvait pas de place à responsabilité, bien qu'il ait fait une très belle carrière. Les jeunes disaient 55 ans, maintenant, dans 5 ans la retraite, ou 6 ans, 7 ans, 8 ans, ne pas. Euh, Phénoménal. On est des gens qui veulent se refaire à cet âge-là, impossible. Il n'y a pas de respect. Donc ça, c'est celui qui est les sabots pendus. Il va avancer, avancer le progrès, tac, tac, progrès phénoménal, très Internet. Il y a. Et après, on réfléchit aux conséquences. Et tu te développes, mais tu ne regardes pas dans le passé. C'est une sagesse de regarder le passé. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les hommes, ils ont utilisé ça? Eh ben, c'est un vrai problème. Les hommes, ils ont utilisé ça comment? Eh ben, pour détruire, pour le progrès, la bombe atomique. Et ça fait de l'énergie, là. L'énergie atomique, c'est bien, ça peut. Ça fait la bombe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le progrès, et ça, c'est le progrès, mais je vérifie pas les conséquences. J'ai pas de sagesse. J'avance et les gens ne se rendent pas tellement compte, mais avec l'IA, ça va changer la façon de penser, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Le problème de l'IA, c'est quelque chose qui est exponentiel. On arrive à cette fiction que des gens ont eue, mais que finalement, nous, on a déjà, que le marin de Prague, il avait déjà envisagé, puisque lui-même, il a créé un golem, et qu'à la fin, il a vu que le golem, il serait plus maîtrisable. Il a compris. Il manquait quelque chose, puisqu'il manquait une âme et une neshama. Et une neshama, c'est quoi? C'est une conscience. Et donc le golem, il n'avait pas de conscience, donc le maral, il l'a tué. Il a dit, ça y est, stop. Parce que le golem, il n'avait pas de conscience. L'IA, il n'a pas de conscience.
Elle fera semblant d'avoir de la conscience. Elle ira jusque-là, mais elle n'en aura pas. C'est pas un humain. Elle fera semblant d'avoir des sentiments. Elle va tenir compte des sentiments avec toutes les données qu'elle a, mais elle n'aura pas. Donc ça, c'est les gens, ça c'est ça. Le cochon, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Ils allaient, ça vous fondu, donc fou, ils foncent. Mais les conséquences de ces actions, je sais pas. C'est la différence entre Shmuel et ça. Fort de ça, on va essayer de se rapprocher de répondre un petit peu aux questions. La deuxième question, c'était quoi? Comment ces philosophes-là, Aristote, Socrate, Socrate, il ne sait pas comment vivre. Je lis ses œuvres, elles sont fabuleuses, la vérité. Quand tu es philosophe, c'est bon. Et il cherche partout. Il demande partout, comme un enfant. Mais comment vivre? Comment on vit? Comment on vit? Sa question, c'était quoi, comment vivre? Sa question, c'était comment j'applique mes théories. Je sais pas, je n'arrive pas à les appliquer. Je sais pas les appliquer. Comment vivre? Comment vivre une vie droite, honnête, claire, propre? Il sait pas. Socrate, lui, il est moins ambitieux. Aristote, il est moins ambitieux. Il vient après. Il sait que comment vivre, il ne saura pas. Par contre, il cherche, peut-être, il y a un homme qui, je cherche un homme qui vit bien, qui est cohérent, qui est droit, qui est pauvre. J'en cherche un. Et lui va peut-être m'expliquer, mais en tout cas, je veux voir ça. Moi, je ne sais pas comment. Les maîtres qui m'ont précédé, Socrate, il n'a pas su comment vivre. Donc, je peux savoir. Mais je cherche, moi, peut-être il y a un homme, et peut-être il y a un homme, un. Tous les soirs, il descendait avec sa torche, il cherchait. Lui, non, pas lui. Ah oui, lui. Et je cherche un homme. Parallèlement à Jérusalem, à Yerushalayim, on ne se posait pas ce genre de questions. On nous dira Volbeu. À Yerushalayim, on savait comment vivre. On a les préceptes de la Torah. Et des hommes. Il suffisait de regarder nos maîtres. Moshe Rabbeinu, Aaron, David, Shlomo, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Nassi, Chafetz Chaim, Baba Saleh, chaque génération, elle a ses hommes. Donc on ne cherche pas les hommes. Pas besoin de chercher. Hein. Comment vivre, on sait. Ouvre ton Chumash, ouvre ta Torah, ouvre ton Shulchan Aruch. Et un homme, eh ben, regarde autour de toi, tu vas en trouver. Ça, c'est la différence. Pourquoi nous, on arrive à cette différence? Pourquoi on y arrive? Parce que les philosophes grecs, ils ne regardent pas derrière eux. C'est le chazir, c'est le cochon. Ils avancent, ils ont des théories. Mais tu ne peux pas les vivre, puisque toi, tu vois toujours un pas en avant. Tu vois toujours un pas en avant sans tenir compte d'une assise qui s'appelle le passé. Donc, tu ne peux pas vivre ton présent. Comme les gens qui te disent, moi, je me rappelle, il y a, je vais discuter une fois, professionnellement, dans le cadre professionnel avec quelqu'un, et il m'avait dit, moi, j'ai choisi ce métier parce que la retraite, elle est 3 ans plus tôt. J'aime pas trop ce que je fais, mais je me suis dit, donc jusqu'à la retraite, il va pas vivre. Jusqu'à la retraite, il va vivre pour ça. D'ici la retraite, il aura peut-être un petit problème au dos, il verra un petit peu moins, parce qu'avec l'âge, il y a des bricoles qui arrivent, sont moins costauds, donc je sais pas comment le gars il peut réfléchir.
Donc, le gars qui va toujours en avant, il vit pas son présent. Maintenant, le gars qui voit toujours le passé, comme Michelin, il vit pas son présent non plus. Il bloque. Il passe, tac, tac, tac. Il rumine. Je vous nous disait, on est ce qu'on mange. Biologiquement, on est ce qu'on mange. Alors, mange un animal qui a les sabots fendus, mais qui rumine. Qui rumine, mais qui a les sabots fendus. C'est-à-dire qui tient compte du passé, mais qui avance. Ni l'un ni l'autre. Et à ce moment-là, tu vis ton présent. Puisque ton présent, c'est un peu de ton passé avec ton futur. Et donc, tu as un présent. Et donc, tu es un homme. Et comment vivre? Tu as la Torah pour vivre. Donc, nous, on ne se pose pas ces questions-là. Comment vivre? Et où sont les hommes? Mais eux, les philosophes, ils se la posent. Et ils sont malheureux. Kadosh Baruch Hu nous a dit, c'est ça la cacheroute. Tu dois intégrer ce passé et ce futur pour vivre ton présent, même dans ta nourriture. Même dans ta nourriture. Parce que tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Le- Quelqu'un m'a raconté que, vous savez, il y a une cache-route, un vrac de Rav Lando. Un Rav qui s'appelle Rav Lando, pas celui qui est le gars de la Dor actuellement, qui s'appelle Rav Dov Lando, un autre Rav Lando, Rav Lando qui est Chabad, et qui est un des grands, comment dirais-je, maîtres, qui a une cache-route, notamment à Bnei. Et il fait très très attention à ce qu'il mange, bien évidemment. On m'a raconté qu'il est parti avec son fils en Suisse. Et il y a des dizaines d'années de ça, il n'y avait pas tellement de possibilités d'avoir du lait chamois. D'accord? Du lait, comme de nos jours, on en a partout dans le monde presque. Du lait chamois. Et donc, mais il y avait une ferme là-bas, et c'était en été. Il a vu qu'il y avait une ferme, alors en fait, il est parti avec un groupe d'étudiants de Yeshiva. Et il a demandé à un bafo, le matin tu vas, il a été gentiment voir le propriétaire de la ferme, il dit, vous avez des vaches, oui, vous faites la traite des vaches, oui. Est-ce que vous pouvez me laisser, je vous paye pour que j'ai un de mes élèves qui fasse tous les matins la traite de la vache. Et, et voilà, parce qu'on le fait nous-mêmes. Quand il a dit oui, bien sûr, ils se sont mis d'accord. Et les jours passent. Et un matin, le, c'était à Mincha, le, le rabbin, il est troublé comme ça. Il appelle l'élève qui est chargé de traire. Il lui dit, pourquoi t'as pas été ce matin? Pardon? Pourquoi t'as pas été ce matin? Pourquoi t'as été en retard? C'est pas toi qui a fait la traite de la vache. T'as pris juste le lait. Mais dis-moi pourquoi. Je me réveille en retard, je suis désolé et tout. Mais c'est grave ce que t'as fait. Demain, je vous promets, je promets. Bon, le fils de ce Rav, le fils de Rav Landon, il était là. Papa, t'as un roi HaKodesh, t'as une vision, comment t'as fait? Il m'a dit, parce que ce matin, quand j'ai prié Shachrit, j'étais bien, comme d'habitude, j'étais concentré, j'étais bien. Et à Mitra, là qu'on vient de prier Mitra, ça passe pas. Je n'arrive pas, la connexion ne se fait pas. Je réfléchis, je dis, ça, c'est quelque chose que j'ai mangé. Je réfléchis, non, j'ai fait attention, tout ça. J'ai rep- j'ai repris tout ce que j'ai mangé. Je me dis, il y a quelque chose que j'ai mangé. Chas Shalom qui va pas. Je suis venu, et le café au lait de ce matin.
le lait dans le café. Ça, c'est possible. Donc, je me suis dit, il n'y a que ça qui est possible. Il a senti que ça l'avait changé. Moi, je peux vous dire que j'ai, je peux pas vous l'amener ici pour témoigner parce que maintenant, il est à Ramoth, avec une demi-douzaine d'enfants. Il y a un garçon qui a fait tchouva, que j'ai accompagné dans la tchouva. C'est aucun mérite, hein. C'est des gens qui font tchouva. M'a dit que dès qu'il a commencé à manger cachère, il a plein de blocages qui se sont débloqués. Plein de déblocages. Dès qu'il a commencé à manger cachère. Le fait de manger cachère, eh bien, ça te change. De manger une bonne cachère. Alors, c'est ça le principe. Le principe, c'est que c'est divin. Dans la paracha de cette semaine, il y a marqué soyez kadosh parce que je suis saint. On va le revoir aussi dans la paracha Kedoshim. Vous devez être kadosh. Vous devez être kadosh. Et la kedusha, c'est quoi? C'est se séparer. Se séparer en faisant attention à ce qu'on mange. Évidemment, attention à ce qu'on regarde. Attention à ce qu'on touche. Attention à ce qu'on lit. Mais ce que tu manges, ça, c'est tout de suite intégré. Et c'est pour ça que le bon Dieu, il te dit, moi, je vous ai fait, je sais comment vous fonctionnez. Et il nous dit la chose suivante. Tu as des questions sur la cache-route? Il y a une logique, c'est celle d'être saint. C'est d'être séparé. Et celle d'être séparé, c'est aussi une forme de soumission. C'est-à-dire, j'ai pas de logique de dire que quand je prends de la viande, j'attends 6 heures pour le lait. Et quand je prends du lait, j'attends rien pour la viande. C'est comme ça. Tu veux pas l'expliquer? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est moi qui demande à une maman si elle met l'huile avant la farine avant l'huile, des fois, enfin, un ingrédient avant l'autre, ça marche pas. Donc, ça fait tout tourner. Alors, oui, il nous dit, ne commence pas à faire tes cheshbonotes, tes calculs toi-même. Ne dis pas que c'est de l'hygiène. Parce que tu vas manger vraiment très, très, très cachère. Mais si tu manges trop, si tu manges trop gras, trop salé, ben, c'est pas ça, c'est pas de l'hygiène. Parce que la Torah, elle dit qu'il faut faire attention. Shmortem meod et nafshotechem. Mais ça veut dire que quand tu manges cachère, c'est pas pour l'hygiène, c'est pour l'hygiène mentale. Alors évidemment, les gens ils disent, ah mais les juifs, ils sont bons malades. Pourquoi? Parce qu'on mange plus sain. La cacheroute, c'est plus sain. Parce que dès que l'animal il a un problème, on ne le mange pas. Il n'est plus caché. Un animal, pour être caché, il faut que, par exemple, du veau, un agneau, on va lui faire la shritaï, on va analyser plusieurs dizaines de ces points de son corps. Les poumons, notamment, ça peut monter, puisque d'où l'expression glatte, il faut que ce soit le poumon, il soit glatte, il soit lisse, ou halak, d'accord? Mais il y a d'autres choses. Par exemple, on regarde pour le poulet, s'il n'a pas dans son estomac un clou, parce qu'il mange tout, hein. Et s'il a un clou, on sait il aurait pas mal. On considère que c'est un animal malade qui serait mort. Et non, un animal doit vivre 1 an, 12 mois, doit avoir une anatomie, une fois qu'on a fait la shrita et qu'on a regardé un petit peu tous ces éléments, on vérifie qu'il aurait vécu encore 12 mois. Après, d'accord? Qu'il aurait vécu 12 mois avant la shrita, si on n'avait pas shrité, évidemment. D'accord? Donc, c'est des animaux sains. On ne prend pas des animaux malades. On regarde l'œil, il y a plein de choses. On regarde comment il réagit. Pourquoi? Parce qu'on est ce qu'on mange. Et Hachem, il le sait. Et c'est ça qui nous permet, nous, d'être un homme.
C'est comme ça qu'on valide dans notre quotidien de tous les jours. Donc Socrate, il cherche comment vivre. Ben, regarde, fais la Torah. Même dans ce que tu manges, il y a des détails très précis. Aristote, il cherche un homme. Regarde ce que c'est un homme. Quelqu'un qui prend ce dogme de Torah, qui avance avec. Dogme de Torah, tu rumines, tu étudies, et tu avances. Il y a les deux. Rumine et le sabot fourni. Ça, c'est le, ça, c'est le guide. Ça, c'est le jus. Ça, c'est ce qui nous permet de être en même temps dans le passé, le futur et surtout le présent. Nous, on avait demandé ce lion-là. Comment il a fait ce lion? Pour savoir exactement à quel endroit du cou de la girafe donner un coup pour la tuer net. Direct. Comment il a fait? Ben, parce qu'il a faim. Il a un instinct et il a faim. Et comme il a faim, son instinct lui dit il veut manger le plus vite possible. Et son instinct le guide vers là où c'est le mieux, ou le plus rapide. Et donc, nous, on doit faire comme le lion. Si tu veux progresser, il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Tu veux progresser dans la Torah, tu verras que les gens, ils progressent. Ils progressent, ils progressent. Ils sont deux, ils sont venus, il y a 25 ans les deux, puis il y en a un qui dit, oh, wow, rien à voir avec l'autre. C'est l'exemple de deux frères, là. Un qui a décidé, un qui a décidé, moi. La différence, elle commence à... Doucement, doucement, tu ne le vois pas venir, mais là, maintenant, tu commences à faire un recul 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, et 10 ans après, c'est fossé. Comment faire pour avoir fait? En fait, faut créer le besoin pour sortir le meilleur de soi. Je m'explique. Vous avez ce principe-là. Elle commence la paracha, elle commence par Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemo. C'est quelque chose qu'on dit la paracha de la Cachemot aussi à Aaron. D'habitude, il y a souvent que Moshe. Là. Pourquoi on dit Aaron ici aussi? Parce qu'avant, on a parlé des corbanotes. Corbanotes, ça nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Et ça, je comprends. Je sacrifie quelque chose pour Hachem. Je me rapproche de toi. C'est évident que tu arrives, tu me dis, je n'ai pas de voiture. Tiens, prends la mienne. Tu sais quoi, j'en ai trois. Tu sais, j'ai la vieille, là, que j'ai ça, tout ça, que j'ai gardé. Elle est petite, moi, ça me suffit. Et on prend la grosse, toi, t'as des enfants encore, mais je me rapproche de toi en te donnant. Quand tu donnes à quelqu'un, tu te rapproches de lui. En prenant que tu te rapproches de lui, ça, non, non. Déjà, il se trompe. Je pense que c'est bien de prendre. C'est un mot. Il me donne. Je le veux grand, blond, aux yeux bleus, le sandwich. Enfin, bah, vous avez compris. D'accord? Non, ça c'est. Tu prends, c'est pas tu donnes. Le sabbat de Novardok, il est devenu bœuf. Loi Léno, il y avait 40 aussi. Il avait 8 enfants. Un jour, il entend des pleurs déchirants qui viennent du couloir de l'immeuble. Des pleurs de femmes.
On peut pas être un juif n'a pas le droit d'être muet, passif face à la douleur d'un autre juif. Donc lui, il ouvre la porte, il regarde ce qui se passe, il voit la fille du voisin qui pleure, à chaudes larmes, qui rentre. Lui, il demande au père, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, elle devait se marier, on devait tout conclure aujourd'hui. Et la partie Khatan, ils ont dit, ben, nous, on veut telle somme et telle somme et telle somme. Et je leur ai dit, mais j'ai pas cet argent. On avait convenu cette somme-là. Il dit, oui, mais vite, quand même. Oh, si, cela. Et donc, on s'est pas mis d'accord. Et donc, les fiançailles ont été cassées. Ma fille, elle est vieille. Elle est vieille. Elle a 25 ans. Une vieille fille. Oui, monsieur, les valeurs n'étaient pas les mêmes. Les filles se mariaient à 20 ans, des millions encore comme ça. Bon, elles se mariaient à 19 ans, 18 ans. Et bien sûr que c'est les meilleurs mariages. Mais bon, en tout cas, à l'époque, c'était gravissime. De famille très modeste. Euh, Lui, il a dit, elle ne trouvera jamais plus personne possible. Lui, il a dit, ça l'embêterait de se marier avec un veuf. Alors, il faut comprendre que les valeurs, c'est la Torah. Ça va devenir Marduk, c'était le Gadolador. Lui, il avait une petite quarantaine. Et ça l'embêterait de se marier avec un veuf. Bon, le père, il n'ose pas rêver, mais je ne comprends pas votre question. Euh, je me dis, c'est ce que ça m'embêterait de se marier avec un veuf. Peut-être qu'elle peut se marier avec un veuf. Après, le regard, on me demande qui c'est le veuf. Oui, c'est moi. Moi, une fois, je l'ai croisé, je ne regarde pas les femmes. Une fois, je l'ai croisé dans le, dans l'escalier, je l'ai vu, il n'y a rien de spécial. Il y a marqué qu'elle est sourde de marier une femme si on ne l'a pas vue, je l'ai vue. C'est bon. Voilà, si elle veut, moi, je l'épouse. Enfin, il était cordonnier, le gars, enfin. Quelle aubaine, quel truc, quel machin, c'est pas possible. Il parle à sa femme. Évidemment, la fille, elle dit oui. Bon, très bien, on organise ça, tchic-tchac. À midi du sabbat, il lui dit, maître, cordonnier, il est gentil, c'est un bon juif, respectueux, mais il connaît rien. Il connaît pas de Torah. Plus vous allez comme ça, sans connaître. Et quel est le problème? Moi, je veux pas prendre, je veux donner. C'est une famille bien, des gentils gens bien. Elle demande qu'à se marier. Je veux donner, je veux pas prendre. C'est ça, aller de l'avant. Ça, c'est confondu. C'est-à-dire quoi? Quand je me mets en retrait dans mon progrès. Je le fais pas pour moi, je le fais pour l'autre. Donc là, je contrôle. Si la bombe atomique, je la faisais pas pour moi, je la faisais pour l'autre, j'y réfléchirais, bombe atomique égale énergie nouvelle, j'améliore, je m'en sers pour chauffer, pour protéger. Mais non, le gars, le progrès, et ça, la bombe atomique, le progrès, il le fait pour lui. Pour lui, c'est dominer, battre, conquérir. Donc, tout repose sur ça. Toutes les midotes des Juifs reposent sur le sabot fondu et illuminé. Toutes les midotes. C'est un signe de comment on doit être. Tu dois ruminer, tu dois réfléchir, et après tu avances. Tu regarderas dans les caractéristiques des gens, même chez nous. Il y en a qui sont des ruminants. Ouais. Bah, c'est pas seulement ruminer, râler. Des fois, c'est réfléchir.
Enfin, ils sont très intelligents, les ruminants. Tac, tac, c'est quoi ça? Moi, alors, quand il faut prendre une décision, ils savent pas. Et des fois, le gars qui avance, il t'as pas réfléchi ou quoi? Il était dans une impasse, là. Donc, même dans la vie de tous les jours, dans l'avancée, dans le business, dans tout ce que tu veux, si tu rumines trop, t'arrives pas. Si tu avances trop sans ruminer, t'arrives pas. Faut ruminer, avancer. Moi, j'ai deux personnes. Une qui m'ont demandé d'étudier avec lui, et on étudié. C'est un patron d'une très très grosse société. Intéressant, il est vif et intelligent, et puis il a fait, et depuis, on a arrêté depuis parce que je voyais que il me demandait, oui, on peut commencer je peux vous poser une question avant le cours. J'ai un petit souci dans la nomenclature personnelle, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et alors, il me sort des trucs d'une finesse. J'ai beaucoup appris avec lui. Tac, tac. Et je ne sais pas quelle décision prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, et après, ça devenait un cours de. Je le coachais, quoi. Je lui dis, écoutez, moi, je veux bien faire ça hors du Limoux, mais là, ça fait 2 mois qu'on n'avance pas, quoi. C'est très, très intéressant. J'ai beaucoup appris. Mais c'était la vie, mais c'était pas. Et là, je voyais, et j'ai un ami aussi comme ça, un très, très bon ami d'enfance, qui est extrêmement vif. Mais chaque fois, il y a une décision, il m'appelle. Ou il appelle d'autres gens. En tout cas, il a du mal à prendre sa décision. Pourquoi? Parce qu'il dit, oui, les tenants, les aboutissants, ouais, mais ça, tac, oui, alors je vais là. Ah ouais, non, mais si je vais là, je vais faire ça, alors je vais là. Non, mais, alors je retourne là. Non, j'ai éliminé, alors je vais là-bas. À la fin, il sort. Et t'as l'autre qui dit, bon, alors c'est quoi ça? C'est bon. Hop, il va là et il tombe. Et ben, c'est ce qu'il faut pas faire. C'est ça, ruminer et avoir le sabot fou. Il faut savoir que Kadjoukhou nous a dit, soyez Kadosh, car je suis Kadosh. C'est-à-dire que c'est des choukotes. Et le passou qui dit plus loin dans cette paracha, va chai bahem. Tu vas vivre avec ça. Chai. Si tu fais pas attention à la cacheroute, tu vas avoir un problème. De tout temps, de tout temps, la, la cacheroute, elle a sauvé les gens. Des histoires invraisemblables. Je vais vous en raconter une que je vous ai déjà racontée, pour certains, mais qui est très symptomatique. En Israël, 10, 15 ans après la guerre, la Shoah, il y a un homme d'affaires, success story. Sa femme, elle l'appelle et elle lui dit, juif ashkénaze, complètement pas religieux, pas entier, mais pas religieux. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elle lui dit, tu sais, j'ai entendu que l'homme de Dizengoff et de Freshman, je sais pas quoi, d'accord? Il y a le gars qui vend des falafels, là, il vend des naknik, des saucisses de cochon. J'aimerais bien goûter, on n'a jamais goûté, hein, pas. Il me dit, ouais, pourquoi pas. Et c'était illégal à l'époque. Bon, donc c'était rare. Donc il va, il dit, d'accord, tu m'en ramènes? Il finit de bosser, il va, il descend, il marche un peu. Le bruit s'était fait entendre, et il y avait la queue. Lui, il commence à faire la queue, tout d'un coup, il sort de la queue. Et il va dans un autre falafel cachet, il achète des trucs, les saucisses qu'il faut, et il arrive, il donne ça à sa femme,
Elle mange, elle dit, ouais, ça change pas tellement du reste. Elle dit, ah non, je voulais te dire, non, j'ai pas, il y avait la queue, j'ai pas acheté, j'ai pas acheté là-bas. Elle dit, mais pourquoi? Je n'ai pas pressé. Et puis la queue, il n'y avait pas 2 heures de queue. Elle dit, non, il y avait 7, 8 personnes devant moi. Mais j'ai repensé à quelque chose que m'avait raconté mon père. Un jour, j'étais tout petit, dans les rues de Tel Aviv, on croise un barbu, là, tu sais, noir et blanc. Et je dis à mon père, c'est qui ce homme? C'est qui lui? Comment il est bizarre? Grande barbe comme ça, là, tu sais. Je dis, ah, alors tu sais, bon, les juifs, tu sais, ouais, je sais. Et donc, il y a beaucoup de lois, beaucoup de trucs du passé, trucs un peu. On peut pas manger ce qu'on veut, on peut pas trinquer, c'est n'importe quoi. Et c'est ces gens-là. D'ailleurs, je vais te dire, mon propre père, il était dans les camps. Et il faisait partie de ces gens-là. Et pendant toute la Shoah, tout le temps qu'il était à Auschwitz, plusieurs années, il n'a jamais mangé un bouillon parce qu'il y avait de la viande dedans. Ou quoi que ce soit, il se contentait du pain. Quand il y avait quelque chose d'autre, il ne prenait pas. Et c'est pas fini. On regarde comme cette religion est n'importe quoi. Le dernier jour, et c'est un témoin qui a vu ça, qui était caché, qui a vu la scène que je vais te décrire en piste. Il y a un nazi, Shimon Mezicho, c'est moi qui ajoute, je sais pas s'il l'a dit comme ça, euh, qui a appelé mon père et il lui a dit, Jacob, Jacob, viens là. Nous, on a perdu la guerre. Moi, j'ai 2 solutions. J'arrive à m'enfuir avec tous les diamants que j'ai dans la poche, ou je me fais attraper, je me ferai sans doute condamné à mort, vu tout le nombre de juifs que j'ai tués. Donc, je suis pas un juif prêt. J'ai vu tout ton manège. J'attendais ce jour-là pour savoir si t'étais tiré jusqu'au bout ou pas. J'ai vu que t'as jamais pris de... Quand il y avait la soupe, tu prenais pas. Quand il y avait ceci, tu prenais pas. T'as jamais mangé de viande, bien qu'il y avait quasiment pas de viande, hein. Mais t'as fait attention. Il sort une tranche de porc, il le met devant lui, il dit, voilà, je te donne 3 secondes, j'ai pas le temps. Si tu manges, je te donne la parole que je te tue pas. Si tu manges pas, je te tue. Direct. C'est ce qu'il a fait ton père. Il a pris la tranche, il l'a regardé, il dit jamais je mangerai ta ref. Il l'a jeté dans la boue. Finalement, il a tiré. Et mon père est mort, tombé dans la boue. Tu te rends compte? Tu te rends compte la stupidité? Voilà qu'il raconte ça à sa femme. Je me suis rappelé que mon père m'avait raconté cette histoire de mon grand-père. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui me gêne. Moi, je suis en train de faire la queue pour manger du cochon. Et mon père, il est mort. Mon grand-père, il est mort pour pas manger du cochon. Ça va pas. Ça va pas. Je suis pas d'accord. Il y a un problème. La femme, elle le regarde, c'est quand même fou. C'est quand même fantastique quand tu la continues. Courage, quel truc. Moi, je suis pas comme ton père. Je trouve pas que c'est stupide. Il a une règle de vie qui s'y soumet. C'est extraordinaire. Tu sais, on devrait quand même, c'est notre patrimoine juif, quoi. Il faudrait quand même qu'on dise, ouais, pourquoi pas. Et depuis ce jour-là, ils commencent à lire des livres. Puis c'est des gens intelligents. Puis ils réussissent à trouver un rap qui vont le renseigner. Et ils sont tombés sur quelqu'un de bien. Et ce rap, il leur dit, ouais, vous savez, on organise avec mes amis rabbiniques des petits Shabbats pleins pour les gens qui n'ont jamais fait Shabbat et tout. Et c'est des Shabbats particuliers où
on a parmi nos amis, des gens qui ont fait tchouva, qui étaient des grands professeurs de physique, qui sont toujours des grands professeurs de médecine, qui habitent là-bas, les braques avec nous. Et on fait un Shabbat plein avec eux, et ils vous parlent, chacun dans leur domaine. Venez passer Shabbat, on vous demande rien. Vous n'êtes pas obligé de faire Shabbat. Mais il faut bien s'habiller, les braques. Et si vous ne faites pas Shabbat, il faut être discret. Il y a un petit hôtel. Il passe un Shabbat exceptionnel avec toutes les preuves possibles et inimaginables de la Torah qui est vraie et tout, ne serait-ce que dans tous les domaines, tu peux trouver que la Torah est vraie. Les diplômes, tu trouves, il y a un papyrus égyptien qui a été trouvé, ça s'appelle le papyrus de Hippouver. Le papyrus de Hippouver, il raconte les plaies. T'as plein de choses. T'as Rabban Gamiel qui dit le mois lunaire, combien il fait au centième de seconde près. Et c'est pas lui qui se trompe, c'est Nadador. Ça ne s'aide pas. Etc., etc. Donc ils sont comme des fous. Il leur dit, mais ça, ces gens-là, les jeunes, le jeune couple, ils disent au rabbin, mais c'est fabuleux, ça, la Torah elle est tellement belle que ça, faut diffuser ça. Il dit, mais on n'a pas de moyens. Il faut diffuser, mais il faut faire des flyers, faire des trucs. À l'époque, c'était comme ça, quoi. Faut organiser des conférences dans des hôtels, il faut payer l'hôtel, la nourriture, c'est de la logistique, c'est un bureau. Il a dit, je, à partir de maintenant, ce ne sera plus une raison, ce ne sera plus un frein. Je, je prends en charge votre association. Et de là est né et s'est développée surtout l'association qui s'appelle Arachim. Arachim, c'est une association qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de Batchouba. Centaines de milliers en Israël, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Ça vient d'où? D'où ça vient ça? De Yaakov qui a pris sa tranche de cochon, il a dit, moi je ne mange pas ça. Il l'a jeté. Ça vient d'une personne qui a dit, moi je mange caché. Il m'a jeté. Quand tu regardes maintenant, et par rapport aux événements qu'on est en train de vivre, les Khatoufim, ceux qui sont tués, qui ont été tués, souffrent. Tu regardes cet homme-là, le 8 avril 1945, il a la tête dans la boue, avec une balle dans la tête. Il est mort. Et le nazi, il a des diamants dans la tête, dans la poche. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il a réussi à partir en Argentine, vivre une vie tranquille. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le nazi est encore en train de rôtir. Il va rôtir jusqu'à... Même le Guéinam, ces gens-là, même le Guéinam, il n'y a plus de Guéinam, mais eux, ils continuent à souffrir. À un moment, après, il a plus de Guéinam. Il dit l'Agmara, Yodzaïn, en Moudalev, dans Rosh Hashanah. Le Guéinam, il va s'arrêter un jour. Mais il y a des gens, ils vont continuer à souffrir. Ça ne s'arrêterait jamais. Et imaginez lui, celui avec sa tranche de jambon, chaque fois que quelqu'un il a fait de chouva avec un rachim, il prend, chaque fois qu'il fait une mitzvah, que quelqu'un de rachim il fait une mitzvah, tac, il monte, il monte, il monte, il monte. Ça, c'est parce qu'une fois, tu n'as pas voulu manger. Ça, c'est la cache-route. On dit ce qu'on mange. Et nous, on doit maîtriser ce qu'on mange. On a dit, et on finit, que il y a marqué ça tu manges et ça tu manges d'enfin. C'est pour te dire qu'attention. De la même façon que tu as une mitzvah positive de manger certaines choses, tu as une mitzvah négative de ne pas manger les autres choses. C'est carrément une mitzvah. Tu ne peux pas déduire l'un de l'autre.
Techniquement, tu n'as pas le droit de le faire. C'est pas une déduction de la mitzvah positive. On mange A, donc on mange pas B. Pas besoin de me dire ne mange pas B. C'est si. Je te le dis pour que tu te dises pas, hein. Tu m'as pas dit de ne pas manger B. Tu m'as juste dit de manger un. Pour te dire attention, c'est fondamental. Tu peux pas inventer des choses. Moi, je te précise, clair, net et précis, ce que tu dois manger et ce que tu dois pas manger. Là, je finirai encore par une histoire extraordinaire, tellement adaptée. Là, c'est, cette histoire, ça a été racontée par le protagoniste lui-même, celui qui s'appelait Monsieur Epstein. C'était un traiteur. C'était un traiteur de mon mariage. Euh, et il a raconté l'histoire suivante. Il était dans le ghetto de Varsovie, il devait avoir 8 ans, un truc comme ça. Et et ils avaient faim. Bon, vous connaissez le ghetto de Varsovie, ce que c'était. Et il était, il avait une grande sœur. Lui devait avoir 8 ans et elle 12 ans. Et un jour, ils ont trouvé un poulet, comme ça. Un truc incroyable. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont, ils l'ont amené, ils l'ont amené au Shoret. Shoret, il a fait la shrita discrètement, tout ça. Il y avait rien. Tout ça, ils se cachent, les nazis et tout. Pas le droit, il y avait un couvre-feu, le truc, les gens, ils mouraient. Vous avez déjà vu des photos, les gens, ils mouraient de typhus morts dans les rues. Et, il l'amène à la mer. Et la mère, elle regarde le poulet, elle le trouve un peu tuméfié. Et elle dit, je sais pas s'il est caché. Et M. Epstein, qui était le petit Epstein à ce moment-là, il m'a dit, enfin, quand il a dit ça, moi j'avais déjà la barbe, tellement j'avais faim et tellement il venait du poulet. Et il n'est pas caché, hein, mais je sais pas. Alors la mère, elle a dit, il faut l'amener au Rav. Alors il fallait traverser la ville la nuit. Bon, il va avec sa sœur, il traverse la nuit. Et là, il raconte qu'il a vu une vision comme un ange. Il a vu le Rav, je ne me rappelle plus le Rav de la ville là-bas, le ghetto de Varsovie, qui était en train d'étudier avec une Gemara, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, à la lumière de la lune. Il y avait une grande lune. Et il était comme ça, hors du temps. Il dit, ce qui m'avait frappé, c'est un visage heureux, un visage seul. C'était comme ça. Il étudiait, il a levé la tête, on a fait un peu de bruit, il a levé la tête, il nous a regardé, étonné. Et ma soeur est arrivée, voilà, on a un poulet, on a une chair. Il n'est caché pas. Le rab, il a regardé le poulet, il a regardé les enfants. Sur la piscine, il m'a dit, moi j'étais comme ça, tellement j'étais raide. Ma soeur, c'est encore pire, flottait dans ses vêtements. Il a regardé, caché. Ah, j'étais heureux. Ma soeur, elle prend le poulet et on retourne. J'étais content. On arrive à la maison et quand je vois ma mère, tout de suite, je dis, maman, il est cachère, vite, vite, prépare la sauce, je sais pas la sauce, je m'étonnerais, mais le feu, quoi. Là, c'est tunisien, la harissa pendant que tu y es. Ouais, pas d'harissa, alors je prends pas. Il dit, maman, maman, c'est fabuleux. Et il se retourne, il me raconte que je me suis retourné vers ma sœur et sa sœur, allez, t'en es foutu à maman.
Et ça, quel poulet? Comment quel poulet? Dis-moi, mon cher frère, t'as pas vu comment il a regardé le rave? C'est sûr qu'il n'était pas caché, le poulet. Mais on lui a fait tellement pitié qu'il a dit qu'il est caché. Ouais. Dès que je suis passé au coin de la rue, je l'ai balancé. Quand on va manger taref, parce que les nazis ils veulent qu'on mange taref. Non, non, on aura faim, mais on ne fera pas taref. La mère, le père, lui, la sœur, toute la famille, il n'y en a pas un qui est mort au ghetto de Varsovie ou qui a été déporté. Non, il a été déporté, lui. Aucun n'est mort. Aucun n'est mort de la... Et lui, il dit, c'est le scout de ma sœur. Là, dans tous ces cas-là, vous allez dire, il avait le droit de le manger, c'est en danger, il fallait manger, tout ce que tu veux à l'Afrique. Ce que je veux te dire, c'est que, et c'est pas évident, parce que quand il y a même alariquement, c'est pas évident qu'on ait le droit de le manger, parce que quand il y a un décret d'extermination des Juifs, on peut se laisser mourir même pour enlever la kippa. Quelqu'un est dans un décret d'extermination, il dit enlève la kippa ou je te tue, on peut se laisser tuer. C'est... Alors que dans un cas normal, là de nos jours ici dans un coin de rue, bah, tu l'enlèves. D'accord? Tu l'enlèves, on ne se laisse pas tuer pour ça. Sauf si on est devant des juifs, parce que c'est rien lâché. Mais revenons à ça, la cache-route, c'est soi-même. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange et nous, on mange des sabots fondus avec et un animal qui a des sabots fondus qui revient. Pourquoi? Parce que nous, on doit aller de l'avant en ruminant notre passé. On doit ruminer notre passé, mais en allant de l'avant. C'est ça notre chemin. Et comme ça, contrairement aux philosophes grecs, on sait comment vivre et on sait ce que c'est un homme. Shabbat shalom.